Derrière chaque enquête criminelle, il y a des femmes et des hommes. Cette émission raconte leur combat pour la vérité. À 70 km de Bruxelles, en Belgique, à la fin de l'été 1992, un mystérieux accident amène les policiers belges à enquêter au-delà de leurs frontières. Je m'appelle Bernard Larivière. En 1992, je suis inspecteur principal, chef du service de la section judiciaire auprès de l'OTAN à Mons. D'un banal accident de voiture, je me suis retrouvé dans une enquête impliquant les deux amants les plus célèbres de Belgique. À la poursuite du couple que toute la presse a surnommé les amants diaboliques, il faudra 5 ans d'investigation tenace et minutieuse pour arriver au dénouement de ce qui aurait pu être un crime parfait. C'est quand même un fait divers qui vous marque dans une carrière judiciaire de par les personnages impliqués. Ça reste toujours dans les mémoires. Dans des enquêtes telles que celle-ci, nous, enquêteurs, on ne désapprend pas, on apprend toujours quelque chose. On ne recommettra plus les mêmes erreurs. Quoiqu'ici, je pense que nous n'avons pas commis d'erreur. Le lundi 31 août 1992, je reprends mon service après un congé et je rejoins mon bureau qui se trouve dans les bâtiments derrière de la police fédérale où j'occupe la place de responsable de la section judiciaire. Je prends connaissance d'un accident de roulage qui s'est déroulé durant le week-end et qui est pour nous assez interpellant. Une voiture avec 2 personnes à bord a basculé dans le canal. Les circonstances sont tellement étranges et bizarres qu'on décide d'enquêter. L'accident s'est produit 2 jours plus tôt, le samedi 29 août 1992, aux alentours de 22 h, à Mons. J'apprends qu'il n'y a qu'une seule voiture en cause. Le conducteur de la voiture aurait perdu le contrôle de son véhicule en franchissant un filet d'eau et la voiture a plongé dans le canal. Dans le rapport, il est indiqué que le conducteur a pu s'extraire de la voiture qui était immergée, qu'il a pu demander du secours pour pouvoir être aidé. Il y avait sa copine qui était dans la voiture. Il a juste vu sa tête qui émergeait de l'eau. Il a essayé de la retrouver, mais il n'a pu retrouver sa copine. Le conducteur va expliquer qu'en fait, il allait lui donner quelques cours de conduite, parce qu'elle allait passer son permis. Il a tourné à gauche, croyant prendre une route sur la gauche. En fait, c'était un quai qui se trouvait le long de la berge du canal. Et donc, en l'espace de quelques secondes, la voiture s'est retrouvée dans le canal. Les plongeurs sont intervenus pour s'enquérir s'il restait quelqu'un dans la voiture et éventuellement si la passagère ne se trouvait pas dans les environs. Et bon, on n'a retrouvé personne, ni vêtements, ni autre indice de la présence du corps disparu. Elle s'appelle Ursula Dechamps. C'est une jeune femme de 22 ans. Elle s'est mariée quelque temps auparavant avec le conducteur. C'est un certain Peter Uwe Schmidt, un Allemand, un militaire. Il est caporal, je crois, et il travaille au CHEP, ce sont les installations de l'OTAN tout près de Mons. Donc en examinant le rapport, on s'interroge un peu parce qu'on le connaît très bien. Il avait été interpellé dans un parking occupé à voler les plaques d'immatriculation de véhicules. C'est un petit escroc et qu'il fait ça pour l'argent. La suspicion s'installe. On trouve ça un petit peu anormal et bizarre, cet accident, en fin de compte. On décide de ne pas laisser les choses comme ça
et d'initiative de poursuivre les investigations. 2 jours après les faits, les policiers commencent par auditionner l'entourage de la jeune femme. Pour eux, ce n'est pas un accident, il y a autre chose. Le soupçon des parents se porte directement sur Peter Schmidt comme étant le meurtrier de leur fille. Pourtant, Ursula Deschamps est toujours portée disparue. Alors pour sa sœur Gladys, l'espoir de la retrouver vivante demeure. Je ne croyais pas à cette histoire. Je me suis dit qu'elle avait eu un accident, mais qu'elle avait nagé, qu'elle s'était cachée parce qu'elle avait peur de son mari, quoi. Mais une chose est sûre, c'est que mon papa a toujours dit qu'on avait tué sa fille. À aucun moment, il a dit c'était un accident, voilà. Mon ressenti, c'était ça. Parce que quelques jours avant l'accident, ma sœur avait posé une question un peu bizarre, un peu à mon papa en disant « Papa, si jamais, par exemple, une voiture tombe dans une piscine, comment est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir de la voiture ?» Et enfin, c'est bizarre, quoi, comme question. Et puis après, on vous annonce que votre sœur est dans le canal de Mons, quoi, et qu'elle a eu un accident. Donc moi, dans mes suppositions, je pense qu'il avait plusieurs fois menacé de se jeter dans le canal. Elle en avait peur. Face aux graves accusations que portent les proches d'Ursula envers Peter Schmidt, les policiers se penchent sur la vie du couple. Ils sont ensemble depuis 8 mois. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit renommée dans la région bruxelloise. Elle m'a raconté qu'elle avait rencontré un super garçon, qu'il était top, que c'était un Allemand, qu'elle avait hâte de me le présenter, qu'elle allait le revoir. Et effectivement, elles se sont revues jusqu'au moment où elle a décidé de nous le présenter. Et voilà. Donc ça a été très très vite. C'est un très très beau garçon, quoi. Vraiment, mais très discret, un peu timide. Mais bon, je pense que c'était la barrière, c'était la langue. 3 mois seulement après leur rencontre, Ursula et Peter se marient. Tout s'est vite emballé et mon papa a dû organiser le mariage. Et c'est comme ça qu'effectivement, le 29 février 1992, il a épousé ma sœur. Elle en était quand même fort amoureuse. Santé, santé, bonheur, santé. Mais après seulement quelques semaines d'union, Ursula déchante. Elle se sentait seule, isolée à Mons, donc moi je prenais le train et je passais des week-ends avec elle. Parce qu'il est souvent absent, déjà il fait son service, elle fait ses études, elle passe des soirées seule. Elle était sur son emprise. Il la manipulait. Par exemple, on allait boire un verre à Mons et lui, il allait faire de l'escalade, quoi. Et alors, on devait l'attendre que monsieur revienne et on avait intérêt à être là. Hein. Il ne fallait pas qu'on soit ailleurs parce que sinon, il faisait des crises. Hein. J'ai assisté à des scènes où il a fait des crises qui étaient juste horribles. Je veux dire, il cassait tout, c'était un double personnage, quoi. C'était vraiment un beau garçon et derrière, c'était le diable. Fatiguée par les crises de son mari, les proches confient aux enquêteurs qu'Ursula avait quitté leur domicile conjugal depuis 3 mois. Elle m'avait dit, mais tu sais, Gla, tu dois pas me juger. Je suis ta grande sœur, j'ai fait des bêtises. Je me suis mariée, ça a été très vite, j'ai été sous le charme. S'il te plaît, ne me juge pas. Maintenant, je vais divorcer et tout va revenir à la normale. En fonction de toutes les informations qu'on collecte, on trouve cet accident très suspect. Et que ça demande quand même qu'on y attache pas mal d'attention. On sait qu'il y aura une reconstitution, on sait quand elle va se passer, où elle va se passer, et on veut y assister. Organisée par la juge d'instruction, la reconstitution a lieu 4 jours après l'accident. L'inspecteur Bernard Larivière y assiste avec la plus grande attention. Nous sommes à l'emplacement du quai où Schmidt avait l'intention de donner quelques cours de conduite à Ursula. Donc, il déclare qu'il arrive à une vitesse assez importante. La caisse de la Mazda a percuté le filet d'eau, ce qui déstabilise, d'après ses dires, la voiture. Et il déclare qu'il était ébloui par l'éclairage public. Il bascule
dans le canal. Et effectivement, la voiture, par la suite, est retrouvée parallèle au quai, sous l'eau, sur le toit. La voiture est sortie, elle est examinée par le plongeur qui lui constate des choses qui ne sont pas plausibles. L'intérieur de la voiture est complètement intact. Pour lui, c'est bizarre, parce que quelqu'un qui tombe dans l'eau à bord d'une voiture, pour s'en sortir, il frappe partout. Donc, à l'intérieur de la voiture, il doit y avoir des traces, parce qu'il n'y en a pas. La reconstitution, à la limite, elle est faussée, parce que la voiture est sortie quand l'expert demande à Schmitt comment il est sorti de la voiture. Et il explique qu'il est sorti par la lunette arrière, alors que dans le canal, elle est sur le toit. Donc la capote est écrasée, ce qui, pour nous, rend très difficile à Schmitt de sortir de la voiture sur un petit espace. Il y a tous ces éléments nous posent question, en fait. Et connaissant aussi le personnage, on se dit ici, ça va pas. Pourtant, à l'issue de la reconstitution, l'expert conclut à un simple accident de la route. Mais convaincu du contraire, Bernard et son équipe poursuivent leurs investigations. Les renseignements viennent petit à petit et on apprend que Schmitt avait souscrit d'autorité un contrat d'assurance à son profit sur la mort d'Ursula. Il était quand même le bénéficiaire de 115 000 € en cas de décès d'Ursula Deschamps. Les suspicions deviennent de plus en plus sérieuses de notre part. Alors, le problème, c'est de savoir comment faire éclater cette suspicion et matérialiser la suspicion qu'on a que ce n'est pas un accident, que c'est autre chose, il y a un homicide derrière. Le 4 septembre 1992, après 6 jours de recherche, le corps d'Ursula Deschamps est retrouvé dans le canal de Mons. Donc là, le long, vraiment au bord du canal. À l'issue de l'autopsie, il a été déclaré, suite aux constatations du médecin légiste, qu'elle était décédée par noyade, avec une blessure au sommet du crâne et absence d'autres ecchymoses ou blessures sur le corps. Mais ce qui nous a interpellés aussi, c'est qu'à ce moment-là, on savait que c'était une nageuse. Elle était très performante en natation. Et voilà, on a quelqu'un qui sait très bien nager et qui se retrouve à 300 mètres dans l'eau et déclaré noyé. Voilà. Ce dossier d'accident de circulation, il va partir au parquet avec la conclusion de l'expert, accident de voiture et rien d'autre. Alors que Bernard et son équipe en sont persuadés, la justice passe très probablement à côté d'un crime. Donc on décide de prendre nos responsabilités au sein et d'établir un procès-verbal distinct en y apportant tous les points de suspicion. On espère que le parquet va changer son fusil d'épaule et va demander une instruction, une enquête plus approfondie pour étayer nos soupçons. Mais malheureusement, la justice en a décidé autrement. Il n'y aura pas de suite, en fait, et le dossier accident de voiture, de roulage, va poursuivre son chemin dans les tribunaux. 3 mois après l'accident, Peter Uwe Schmitt est condamné à 2 200 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis pour conduite dangereuse, ayant provoqué la mort de sa femme. Puis la vie a continué. Mon père a commencé à devenir alcoolique. Moi, jeune, j'avais 19 ans, je suis tombée dans l'anorexie. Enfin, ma maman était pas bien. Ça a vraiment mis une famille à terre, quoi. Bon, on est un peu désabusés et déçus, en fait. On n'intervient plus dans cette affaire et on n'entend plus parler de Schmitt. Mais on pense qu'il reviendra un jour dans nos griffes. Pour moi, un jour ou l'autre, il reviendra.
L'inspecteur Larivière a du flair, mais il lui faudra patienter quelques années avant de recroiser la route de Peter Hüveschmidt. 3 ans plus tard, près de Calvi, en Haute-Corse, il est 1h30 du matin lorsque des légionnaires rentrent de patrouille. Ils vont découvrir une femme en pleurs au bord de la route. Elle leur crie qu'un accident abominable s'est déroulé, que sa voiture est tombée dans le ravin, qu'en fait son mari se trouve dans cette voiture. Lorsque les gendarmes de Calvi arrivent sur place, ils recueillent le témoignage de la jeune femme. Elle vient de Belgique et est âgée de 26 ans. Aurore Martin et son mari, Mark Van Beers, ont passé, dit-elle, une excellente soirée au bord de la mer, dans un petit resto. Ils sont en voyage de noces, hein. Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont mariés, ces deux-là. Et puis, ils quittent ce resto. Les routes corses, elles ne sont pas toujours très sûres. Puis, il y a plein de virages. Puis, c'est la nuit, donc on ne voit pas grand-chose. Ils sont montés sur les hauteurs de Calvi. Et c'est là que Marc a voulu faire un demi-tour à un certain moment et que... Il n'a pas réussi à contrôler sa voiture. Sa voiture s'est précipitée dans le ravin. Elle a pu s'extraire in extremis de la voiture. Elle va descendre ensuite le long de cette falaise en espérant sauver son jeune mari. Et elle raconte que lorsqu'elle est arrivée au bord de la mer, elle a réussi à extraire Marc de la voiture. Elle l'amène jusqu'à la mer et elle va lui rincer le visage à l'eau de mer. Forcément, on imagine qu'il est plein de sang, qu'il est dans un piteux état. Mais dit-elle, elle fait tout pour le sauver. Aurore Martin prétend ensuite être allée chercher des secours. Les pompiers de Calvi vont donc descendre à leur tour le long de cette falaise. Et puis en bas, ils vont découvrir la voiture de Marc, qui est sérieusement abîmée, forcément. Il n'y a personne à l'intérieur. Ça correspond à la version d'Aurore qui dit qu'elle a sorti son mari de la voiture. Et puis sur le siège, il y a pas mal de sang. Il y a aussi ce qui ressemble à des morceaux de cervelle. On imagine bien que l'accident a été particulièrement violent. Mais contrairement à la version d'Aurore Martin, le corps n'est plus là. Après de longues recherches, Mark Van Beers est retrouvé sans vie dans la mer, à 3 mètres de profondeur. Aurore Martin, elle se retrouve veuve dans des circonstances dramatiques. Elle est en état de choc, elle est plutôt dépressive. Parce qu'il vient de se produire, on peut le comprendre. C'est évidemment un drame terrible. À son retour en Belgique, Aurore, dévastée par la perte de son mari, est hospitalisée. Face à son désarroi, la famille Van Beers lui apporte alors tout son soutien. Et puis rapidement, il va y avoir quand même quelques tensions entre eux. La première tension, c'est que fait-on du corps de Marc? Aurore va prétendre qu'il voulait être incinéré. La famille de Marc va s'y opposer et finalement la famille aura gain de cause. Marc sera enterré. Les jours passent. Aurore Martin s'isole et son comportement interpelle. La famille souhaite aller récupérer des effets personnels de Marc, des souvenirs, et là, Aurore va s'y opposer. Et donc, la famille ne va pas très bien comprendre son attitude, puisque tout se passait bien lorsqu'ils étaient mariés. Donc, pourquoi est-ce qu'elle s'oppose à tous les désirs de sa famille? Et puis, assez rapidement, il va s'avérer qu'elle n'est pas si éplorée, si triste que ça. Certains vont dire, non, Aurore, on l'a vue dans une boîte de nuit, elle sort à nouveau. Donc pour la famille, c'est un choc et c'est un comportement qui forcément va éveiller des soupçons, à tel point qu'ils vont s'adresser à une avocate. C'est maître Nathalie Penning que les Van Beers choisissent pour défendre leurs intérêts.
j'apprends le décès de Mark Van Beers. En fait, je connaissais son frère, Thierry, et la famille me consulte au départ pour essayer d'avoir une explication quant aux circonstances exactes du décès de leur fils. Aurore Martin va leur donner 3 versions, celle du coup de volant, celle de la manœuvre, celle de l'animal qui surgit sur cette route la nuit en Corse. Ils sont un petit peu étonnés par ces versions qui changent et quand ils en font état auprès d'Aurore Martin en disant c'est un peu étonnant, tu changes de version de temps en temps, eh bien elle va devenir de plus en plus agressive au point, en très très peu de temps, de rompre tout contact avec eux. Aurore, elle est retournée dans la maison de Marc, qui est une villa plutôt coquette. Et puis très rapidement, elle vend cette maison. Elle la vend 125 000 €, c'est le prix de l'époque. Marc était propriétaire de sa maison, qu'il avait achetée avant le mariage, et donc qui reste par définition ce qu'on appelle un bien propre, propre à lui. Et la famille Van Beers va découvrir qu'en fait, au peu de temps avant le mariage, Marc a veillé à mettre la moitié de cette maison directement au nom d'Aurore Martin. Puis un autre élément, c'est que le notaire chargé de la succession va découvrir qu'Aurore Martin est bénéficiaire d'une série impressionnante d'assurance vie, le risque ayant été pris sur la tête de Mark Van Beers. Et donc, à partir du moment où elle a pu avoir l'argent de ses assurances, et une fois que tout ce magot a été réalisé, elle a disparu. Face aux agissements d'Aurore Martin, Nathalie Penning demande à consulter une copie du dossier de l'accident de Mark Van Beers. On s'était dit avec les parents que ça leur permettrait peut-être de savoir où, quand, comment, à quelle heure et dans quelles circonstances le véhicule de leur fils a chuté de la route pour tomber des centaines de mètres plus bas. Et lorsqu'on prend connaissance du dossier, très vite, on comprend qu'il y a une contradiction flagrante. Elle va, nous dit-elle, descendre la falaise à main nue, sortir le corps de son mari du véhicule, lui rincer le visage, remonter, donc c'est un peu MacGyver. Imaginez cette jeune femme de 46 kilos qui va réussir, dans des circonstances dramatiques, en état de choc, à extraire le corps de son mari, c'est assez étonnant. Et puis, l'angle de chute de la voiture, et notamment le fait que, effectivement, cette barrière de sécurité, elle est absente là où la voiture tombe dans le ravin. Et puis, la manière dont la voiture tombe, ça n'a pas l'air tout à fait naturel. Alors, compte tenu de tous ces éléments, la famille de Mark Van Beers va déposer plainte. Elle va estimer que la mort est suspecte et une enquête va commencer puisque la justice va estimer elle aussi qu'il y a tout de même une série d'éléments qui doivent absolument être éclaircis. À l'été 1996, un an après l'accident qui a coûté la vie à Mark Van Beers, l'enquête est confiée à la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Le 5 septembre, l'inspecteur Jean-Michel Lemoine décide d'entendre Aurore Martin. Elle affiche une mine très mauvaise, qu'elle est complètement chiffonnée, j'ai envie de dire. Et on va poser une seule question à Aurore. Dites-nous ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai 1995 sur la route pour expliquer cet accident et qu'est-ce que vous avez fait. On est vraiment à l'écoute d'Aurore, donc en toute neutralité, objectivité, recherche de vérité. Et son comportement est très émotionnel. Donc elle pleure beaucoup. On vit l'accident avec elle et on la suit dans la chute du véhicule dans le ravin. On est impressionné par sa déclaration. Et donc, il faut savoir qu'il y a bien plus d'accidents de la route mortels que d'homicides. Et donc, cette histoire, c'est possible, mais c'est à nous à vérifier les éléments qu'elle avance pour voir si c'est compatible ou non. Les investigations se poursuivent et c'est la science qui va permettre d'avancer. Un corps, c'est une scène de crime. C'est vrai que la voiture, on ne l'a plus. Mais donc, le premier devoir que le juge d'instruction va demander, c'est l'exhumation du corps
de Marc. On va recevoir le rapport du médecin légiste en février 1997. Alors, l'autopsie du corps de Marc va révéler plusieurs choses. D'abord qu'il y a une très grave blessure à la tête. Il a la moitié de la boîte crânienne qui a explosé. Hein. Mais on va s'apercevoir aussi que la plupart des blessures n'ont visiblement pas saigné. Alors, c'est un élément extrêmement troublant, évidemment, parce que s'il n'y a pas de sang qui coule lorsque l'on se blesse, ça veut dire que le sang ne circule plus dans le corps, déjà. Donc, il était probablement mort, déjà, au moment où la voiture plonge dans le ravin et où les blessures, où les plaies ouvertes se produisent. Ce qui est totalement incompatible, évidemment, avec l'accident de la route mortelle, puisque Marc conduisait le véhicule. Le médecin légiste va aussi constater, par exemple, qu'il n'y a pas de lésions liées au traînage d'un corps, puisque Aurore dit être parvenue à extraire seule le corps de Marc, 76 kg, Aurore, 46 kg, du véhicule, alors que ce véhicule a le pavillon qui est complètement enfoncé, les portes qui sont tordues, etc. Donc, je ne sais pas comment elle a procédé. Les constatations du dossier de roulage en Corse avaient fait état du fait qu'il y avait des gouttes de sang, donc à côté du véhicule jusque vers la mer, et donc pas des traînées, mais des gouttes. Donc, on pouvait comprendre de cela que le corps avait été porté. Mais Aurore ne s'est pas porté seule. Donc l'autopsie met à mal complètement la déclaration d'Aurore Martin. Les enquêteurs souhaitent alors réentendre la veuve, mais celle-ci est désormais introuvable. Elle avait pris comme décision d'aller aux États-Unis où elle avait un lointain oncle. Et donc on n'avait pas d'adresse précise, mais on présumait qu'elle était là-bas. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Aurore Martin. Et en attendant de réussir à la localiser, l'enquête se poursuit. Sur commission rogatoire du juge, la police belge se rend sur les lieux de l'accident en Corse, aux côtés d'un expert accidentologue. Il constate sur les lieux que d'abord il y a une route qui fait 20 km et que là, à l'endroit de l'accident, il y a absence de muret pendant 13 mètres. Donc il constate aussi qu'il y a un terre-plein là, qu'il y avait moyen, qu'il y avait de l'espace pour pouvoir arrêter le véhicule. Il complète même son expertise en disant que les arbustes ont été couchés et non pas arrachés. Une voiture qui va à une certaine vitesse va arracher les arbustes. Donc pour lui, il va conclure en disant que la voiture n'est pas tombée comme Aurore le déclare, mais a été poussée d'une vitesse zéro vers le ravin. L'enquête prend une toute autre tournure et s'oriente vers un assassinat. Alors les policiers se renseignent sur la vie de la victime, Marc Van Beers. Marc a 32 ans, il est comptable, fiscaliste. C'est un homme qui appartient à une très bonne famille. C'est un garçon, je veux dire, gentil, sympathique, qui a sa bande de copains, qui n'est pas un fêtard, mais qui aime la fête, qui participe, qui sort. Un garçon aimant aussi, proche de son frère, proche de ses parents. Marc, c'est pas franchement un don Juan, hein, on va dire les choses comme ça, qui est un peu genre vieux garçon, voilà. Il a acheté sa maison, il lui manque qu'une chose pour être heureux, c'est une femme qu'il aime et qu'il aime. C'était quelqu'un de sensible, c'était quelqu'un qui avait envie de construire une vie affective. Il a eu plusieurs petites copines, ça ne s'est pas concrétisé par une vie commune. Les enquêteurs découvrent que pour trouver l'amour, le jeune homme s'était inscrit dans une agence matrimoniale. Marc était un garçon très pudique. Il n'a jamais avoué qu'il avait fait cette démarche, alors qu'il est relativement jeune. Il aurait pu, entre guillemets, être plus patient. Non, lui, son désir, c'est de construire une famille. Et de guerre lasse, il s'inscrit dans une agence matrimoniale. Aurore aussi s'est inscrite dans une agence matrimoniale. Alors elle, on ne comprend pas très bien pourquoi elle l'a fait. Parce qu'en revanche, c'est une jeune femme qui est très séduisante, mince, sportive. Mais lorsque l'on voit leur fiche à l'agence matrimoniale, on ne peut qu'être surpris par le contraste, évidemment. Lui se décrit comme un homme de 32 ans, qui cherche une épouse et qui cherche à fonder une famille. Et elle complète en mettant 3 précisions. Elle va dire pas gros, riche et propriétaire. On voit quand même l'attrait matérialiste dans la demande, hein, ce qui n'était pas du tout le cas pour Marc.
Aurore et Marc se rencontrent par le biais de l'agence Duo. C'est le 14 avril 1994. Aurore et Marc, c'est un couple extrêmement peu harmonieux, j'ai envie de dire. Peu harmonieux, d'abord parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Mais, je veux dire, Marc Van Beers, c'était un garçon qui avait énormément de prestance, qui avait de l'allure. Alors peut-être que c'est pas Brad Pitt, mais je veux dire, des Brad Pitt, on les compte sur les doigts de la main. Hein. Voilà. Bien qu'ils soient assez dissemblables, ça a l'air de fonctionner entre eux, donc ils se marient. En poursuivant son enquête, l'inspecteur Lemoine s'intéresse aux nombreuses assurances-vie contractées par Marc Van Beers. Et il y en a une qui va surtout attirer notre attention, c'est le contrat Generali. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspond pas du tout à la philosophie des contrats d'assurance-vie que Marc avait conclus, puisque la somme de 125 000 € est doublée par une clause qui prévoit spécifiquement qu'en cas d'accident de roulage, la prime est doublée. Marc, c'était un bon vivant et qui ne s'imaginait pas mourir, hein, et donc il ne va pas prévoir une clause pareille. On va constater aussi que c'est pas Marc Van Beers qui signe, c'est elle qui a signé le contrat Generali. L'argent, c'est un mobile, donc ça fait évidemment beaucoup réfléchir. Suite à la mort de son mari, Aurore Martin a empoché 500 000 €. Début juin 1996, l'enquête sur l'assassinat de Marc Van Beers est rendue publique. Je pense qu'il y a une pression qui naît et on va recevoir un appel anonyme qui va déboucher finalement sur l'audition d'un témoin important qui s'appelle Fabienne Lefebvre. Fabienne, c'était la compagne du père d'Aurore. Elle a quitté le père d'Aurore il y a peu de temps. Et là, elle va venir soulager sa conscience, dit-elle, et elle va raconter qu'elle est allée voir Aurore à l'hôpital lorsqu'elle est rentrée de Corse, et que Aurore était super excitée, euphorique dans sa chambre d'hôpital, et qu'elle lui a dit qu'elle était riche désormais, qu'on ne pourrait jamais rien prouver, mais qu'elle avait tué Marc. Fabienne va ajouter que Aurore n'a pas agi seule, qu'elle a été aidée par son amant, un certain Peter Schmidt. On ne connaissait pas l'existence de Schmidt, donc on va s'informer qui est-il. Et on a contact avec les collègues du SHAPE, donc en l'occurrence Bernard Larivière. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un collègue de Bruxelles qui me demande si on connaît un certain Peter Schmidt. On apprend que leur service lui-même sont sur une enquête de meurtre ou de suspicion de meurtre commis en Corse. Et on voit qu'on peut faire une liaison entre l'affaire de Van Beers et notre suspicion sur Ursula Deschamps. C'est Peter Schmidt qui est le personnage central des deux affaires, quoi. Alors, on va se rendre compte qu'il y a des similitudes. Il y a des éléments de comparaison entre les deux. Dans les deux cas, on a une voiture. On a un couple à l'intérieur de la voiture. On a surtout, de part et d'autre, des contrats d'assurance assez lourds. On a perte de contrôle du véhicule, puis on en arrive, je pense, à 13 points communs entre les deux modus operandi. Avec ses collègues, et le juge d'instruction va décider de créer une cellule d'enquête. Les deux enquêtes sont parallèles, c'est-à-dire que les collègues de Bruxelles se chargeaient de tout ce qui concernait Aurore Martin et nous, Peter Schmidt. Donc ça veut dire qu'on travaille la main dans la main, dans le but d'aboutir à la vérité. 4 ans après l'accident ayant coûté la vie à Ursula Deschamps, à Mons, l'enquête est réouverte. Je crois que pour nous, quelque part, c'était réouvrir une ancienne douleur. Donc nous, on se disait, il va payer, il l'a tué. Papa, t'avais raison, il a tué ta fille. Il l'a tuée pour de l'argent. Ça permettait à mon papa un peu de cicatriser, quoi, de se dire qu'enfin, il allait avoir une justice.
Bernard Larivière et son équipe reprennent alors toute l'enquête, à zéro. On refait le chemin qu'a parcouru Schmitt. Et c'est à ce moment-là qu'il est ébloui par l'éclairage public qu'il y a ici. Et il percute ici le bas de caisse sur le filet d'eau et ébloui, suivant ses dires, il plonge directement dans le canal. On voulait constater par nous-mêmes si on était vraiment ébloui en circulant sur cette route. On a pu constater que ce n'était pas le cas. Oui, c'est l'éclairage au sodium, un éclairage jaune qui n'est pas du tout éblouissant, en fin de compte. Et quand il dit qu'il a été déstabilisé par le filet d'eau, Émile, c'est pas un obstacle important. Ouais, ça veut dire qu'il essaie de trouver des alibis qui ne tiennent pas, en fin de compte. À Bruxelles, 15 jours après le témoignage de Fabienne Lefebvre, l'ex-femme du père d'Aurore Martin, un nouveau témoin se rend à la brigade criminelle. On a une personne qui se présente au service, qui s'appelle Steven Levy, et qui vient nous expliquer qu'il connaît U.S. Schmitt depuis plusieurs années, qu'il l'a revu au milieu 95, et que Peter Schmitt lui explique comment il a tué sa femme en 92. Donc il l'amène même, Steven Levy, au bord du canal à Mons, et lui explique comment il a commis les faits, qu'il a enfoncé la tête de sa femme dans l'eau. Il s'est humidifié les yeux pour avoir l'air d'avoir pleuré, etc., parce qu'il allait chercher des services de secours, en tout cas des personnes pour l'aider. Il explique aussi à Steven Levy que c'est un moyen de gagner de l'argent, parce qu'il met une assurance vie sur la tête de son épouse. Et il lui dit que c'est le seul moyen pour vivre dans la haute, avoir un bateau et ne pas travailler. Le juge d'instruction va donc à ce moment-là émettre un deuxième mandat d'arrêt au nom de U.S. Schmitt. Fort de ce témoignage, Bernard Larivière décide de revenir sur les lieux de la découverte du corps d'Ursula Deschamps. Notre questionnement est comment cela se fait-il que de 300 mètres, elle est remontée le courant et elle s'est trouvée ici. Donc on a fait appel à un ingénieur des voies navigables pour un petit peu comprendre les mouvements d'eau, le mouvement d'écluse, le passage des péniches. Quand il pleut énormément, il peut y avoir un basculement des eaux, ce qui va provoquer un courant d'amont vers l'aval. Or, Ursula, elle est partie de l'aval vers l'amont. Le deuxième point, c'était le mouvement des péniches, parce que les péniches provoquent pas mal de courants. Alors on a pu établir que pendant cette période-là, il y avait eu 3 péniches dans un sens et 3 péniches dans l'autre sens. Donc il n'y a quasiment pas eu de courant. En conclusion, le canal est resté inerte quasiment, quoi. Donc comment Ursula a pu venir échouer, sortir de l'eau à cet endroit-là, quoi. Notre hypothèse, puisqu'elle se trouvait là, on est venu la mettre ici, quoi. On est venu la balancer quelque part. Bon, bouger, elle a dû bouger, ça physiquement, c'est normal. Elle a dû bouger de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres, mais pas de plus de 300 mètres, quoi. Cette étude du canal et de ses courants d'eau vient alourdir le dossier à l'encontre de Peter U.V. Schmitt. Aux États-Unis, après plus d'1 an de recherche, la police localise enfin les 2 amants. Ils sont à Miami. Et le gros problème maintenant pour les interpeller, c'est que les États-Unis doivent accepter la demande de la Belgique, la demande d'arrestation et d'extradition du couple. Ils mènent la grande vie, l'appartement de luxe, le bateau, la mer, les soirées, Bon, bref, la vie dont pas mal de gens peuvent rêver, hein. Tout ça, grâce probablement à l'héritage d'Aurore, c'est-à-dire grâce à l'argent de Mark Van Beers. Le 14 novembre 1997, Peter U.V. Schmitt est repéré par le FBI. Il est interpellé près d'une cabine téléphonique où il allait apparemment régulièrement. Et donc il va expliquer tout de suite au US Marshal qu'il faut qu'il rentre chez lui parce que sinon Aurore risque de se suicider. Et que si elle revient en Belgique, elle va aller toute sa vie en prison. Il a aussi proposé 47 000 $ au US Marshal pour pouvoir partir.
C'est dans son véhicule qu'on va trouver le document avec l'adresse où il logeait à ce moment-là. Ils sont donc arrêtés tous les deux en Floride et la procédure veut qu'ils soient extradés assez rapidement, pense-t-on, mais ça ne sera pas vraiment ce qui va se passer puisque cette extradition va prendre un temps fou et ils vont actionner un tas de procédures pour ne pas être renvoyés en Belgique. Mais finalement, c'est ce qui va quand même arriver. Jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas. Je dis mais non, il va partir, il va se cacher, il va réussir à passer les mailles du filet. En décembre 1998, après un an d'incarcération aux États-Unis, les deux amants sont finalement extradés vers la Belgique. Non, je suis plus que content, surtout pour les parties civiles. Hein. Et on est satisfait parce qu'on va pouvoir travailler. Pendant qu'il n'était pas là, on était un peu dans le vide parce qu'il nous manquait des auditions avec certaines explications, certains emplois du temps. Notre objectif, évidemment, c'est comprendre ce qui s'est passé en Corse, comprendre ce qui s'est passé au bord du canal en 92. Donc, les écouter. Aurore va dire qu'elle fait usage de son droit au silence parce que tout ce qu'elle dit est toujours interprété contre elle. Vous savez, quelqu'un qui ne s'explique pas, s'il n'a rien fait, pourquoi est-ce qu'il doit se taire? Nous avions la charge donc, de l'audition de Schmitt et notre but principal, c'était de prouver qu'il était en Corse au moment où Aurore, Martin et Marc Lambert s'y trouvaient. Donc lors de l'interrogatoire, il prétend qu'il n'y est jamais allé. Pourtant, Bernard Larivière a la preuve du contraire. Et les perquisitions ont été faites en Allemagne, dans la famille de Peter Schmitt. Et dans la perquisition, on a découvert, je vais dire, deux éléments un peu intéressants. Une photo d'un ravin où se trouve la carcasse d'une voiture, ce qui est courant en Corse. Mais on ne va pas en Corse, en voyage en Corse, pour photographier des carcasses au fond d'un ravin. Et la deuxième, c'est beaucoup plus intéressante, c'est une carte postale de Peter Schmitt qui donne le bonjour à sa famille et qui explique qu'il est en Corse, qu'il s'est blessé en escaladant un rocher, qu'il s'est fait soigner et qu'il est parti de Calvi. Cette carte postale a été envoyée 6 mois avant l'accident de Mark Van Beers. Pour les enquêteurs, c'est une preuve de l'implication de Peter Uwe Schmitt. Donc cette carte postale nous donne beaucoup d'informations en fait. C'est qu'il est allé en Corse, qu'il connaît l'itinéraire Calvi, les rochers, les conséquences d'une chute de voiture dans un ravin. Dans notre analyse policière, c'est un voyage de reconnaissance en fait. Bernard Larivière lui présente cet élément implacable. Donc il admet être allé en Corse aux dates qu'on lui présente. Et puis à la question qu'on lui pose franchement, est-ce que à la mort de Van Beers, vous étiez présent encore? Ben, ce bloc, fini, il ne dit plus rien. Terminé. Sans aveu, rien ne certifie donc la présence de Peter Uwe Schmitt en Corse au mois de mai 1995. On va s'intéresser à Aurore et à Hu, depuis quand est-ce qu'ils se connaissent, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. L'élément dont on est certain, c'est que au mois de février 1993, ils se connaissent, c'est sûr et certain. Par contre, en mars 1994, Aurore s'inscrit à l'agence matrimoniale. Et là, évidemment, puisqu'elle est en recherche d'un époux, il y a rupture officielle de leur relation. Et interrogé au sujet de sa relation avec Aurore, Peter affirme avoir repris contact avec elle seulement après la mort de Mark Van Beers. Il nous dit qu'il a eu de la compassion pour elle, donc il a voulu la soutenir et il a repris contact avec elle vers le mois de juin par là. Il nous maintient fermement que pendant le mariage de Aurore Martin avec Mark Van Beers, il n'était plus en contact. Mais là, la perquisition nous vient encore en aide, la perquisition en Allemagne, puisqu'on retrouve une photo où, avec elle et lui, sont pris en photo le long d'une Ferrari rouge. Or, cette photo est prise lors du réveillon de Noël 1994. Là, malgré ses preuves, non, il nie y être présent. Après 2 ans d'enquête et avant de clore l'instruction, le 16 juin 1999, le juge ordonne une reconstitution de l'accident survenu en Corse.
Le but, c'était de casser, de démolir la déclaration d'Aurore, qui à ce moment-là dit qu'elle a été éjectée de la voiture, que ce n'était pas possible, vu la vitesse, vu les angles de virage, etc. Donc on a le même véhicule et on a demandé à Aurore de nous montrer comment ça s'est passé et comment elle s'est extraite de la voiture. Elle n'est pas capable de le reproduire sur le tarmac de l'aéroport alors qu'on lui donne autant de possibilités qu'elle veut. C'est particulièrement étonnant. Lors qu'elle était interrogée par nos collègues, elle pleure, elle crie au scandale, etc. Et à ce moment-là, Peter Schmidt, qui est témoin de cette reconstitution, intervient pour expliquer comment ça s'est passé en fait. Alors qu'il n'était pas encore, selon ses explications. Cette reconstitution met à mal la déclaration d'Aurore. À quelques semaines du procès, et malgré une contre-enquête minutieuse, la justice tranche. L'affaire Ursula Deschamps ne pourra pas être rejugée. Une affaire jugée ne peut pas être jugée, et là, évidemment, on a perdu, quoi. La justice ne dira jamais « Oh, on s'est trompé, donc on va refaire ». C'est mon sentiment personnel. Les victimes ne sont pas prises en considération pour les victimes, pour la famille, pour les parents, pour la sœur. Il y a quelque chose d'injuste. Seul l'accident ayant coûté la vie à Mark Van Beers sera jugé. Le 10 septembre 2001, au palais de justice de Bruxelles, s'ouvre le procès de ceux que la presse surnomme les amants diaboliques. Alors c'est un procès qui est très médiatisé parce que cette affaire est hors norme. J'étais là et je me suis mis de manière à ce qu'il regarde bien en lui disant « Mais tu sais, comme mon coco, on t'a pas oublié, hein. » Il m'a vu. Je sais pas s'il m'a reconnu mais il a baissé les yeux. Aurore est très marquée par la prison. Elle est très amaigrie et elle tremble quand elle arrive dans ce box. Schmidt, lui, il est imperturbable. C'est un très bel homme. Il ressemble à Tom Cruise. Il a un phrasé toujours constant. Et ce contrôle absolu, il va même essayer de l'avoir au début du procès sur les membres du jury et même sur les membres féminins. Il va s'adresser à elle directement en disant « Je vais tout faire pour me passer d'une interprète parce que ça va ralentir bien évidemment les questions pour que ces dames puissent rentrer plutôt chez elles en famille. » Et là, vous vous dites « Mais le gars, il est quand même très fort, quoi. » Et ça, c'est le premier jour. Le décor est planté, c'est lui qui va tout contrôler. Pour tirer les verres du nez d'Aurore, il faut être courageux, il faut être patient, il faut se lever tôt. Ce président de cour d'assises s'en souvient, je pense, parce que chaque fois qu'il lui posait une question, elle se mettait à pleurer, elle répondait à côté. En tout cas, Aurore est restée sur l'idée que, oui, bon, il y a un chien qui est passé, il a fait une embardée, la voiture est tombée dans le ravin, et moi j'ai réussi à sortir. Bon, elle va pas sortir de ce récit-là. Et puis, il va y avoir le médecin légiste. Et le médecin légiste va expliquer que le bol alimentaire de Mark Van Beers était quasi vide. Or, Aurore Martin, depuis le début, affirme qu'ils ont mangé en amoureux. Et le président pose la question clairement à Aurore, qui, devant l'information, va dire « Oui, il a dû manger une salade ». Et à ce moment-là, il y a le médecin légiste, c'est toute la spontanéité de la cour d'assises, qui dit « Ah non, non, ça c'est pas possible. Une salade, c'est ce qui se digère le plus difficilement. » Je crois que là, c'était plus précis, plus probant, qu'elle était bien complice ou auteur de ce qui s'était passé à Mark Van Beers. On attendait évidemment le témoignage de la belle-mère, de Fabienne, parce que c'est elle qui a tout dévoilé. Elle n'est jamais venue au procès, donc c'est très frustrant. Et donc la défense de Peter, c'est relativement simple, hein, finalement. C'est de dire, mais non, moi j'étais pas en Corse. Prouvez-moi que j'étais là. Et finalement, on ne prouvera jamais. Il n'y a aucune preuve tangible. Donc ce qui va se jouer à ce procès, c'est tous ces petits éléments qui vont devenir des présomptions suffisantes pour se dire que les faits n'ont pas pu se dérouler sans lui. Il
Les experts psychiatres ont estimé que Aurore Martin n'aurait sans doute pas commis ces actes s'il n'y avait pas eu Peter Schmidt. Aurore Martin n'est pas suffisamment intelligente pour tout organiser. Schmidt, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est instrumentaliser Aurore Martin pour réussir un copier-coller de ce qu'il a réussi avec la malheureuse Ursula Deschamps. Après 12 jours de débat, et alors que d'importantes zones d'ombre subsistent, le verdict tombe. Aurore Martin va être condamnée à 15 ans de prison, Schmidt va être condamné à 20 ans de prison. Le jury a estimé que c'était Peter Schmidt qui avait été le metteur en scène de cet assassinat et que Aurore n'avait finalement été qu'une actrice, si je puis dire. La différence des 5 ans, c'est le fantôme d'Ursula Deschamps. C'est de dire à un moment, on ne peut pas te punir pour ce que tu as fait à Ursula Deschamps, mais tu es machiavélique, tu es dangereux. Quelque part, pour nous, c'était vraiment une victoire, quoi. Donc, même s'il n'a pas pris beaucoup, il a fait quand même de la prison. De toute façon, ça ne va jamais nous ramener notre sœur, ça ne va jamais la fille de mon père et nous, notre sœur. Donc nous, on apprend à vivre avec, mais on a pu commencer à faire un deuil quand effectivement il a été arrêté et emprisonné. Pour la famille Van Beers, c'est un soulagement, mais il y a un travail épouvantable à faire. C'est ça, de se dire, notre fils a été choisi pour mourir, en fait. Alors, c'est impossible. Et surtout, ils ne vont jamais pouvoir se dire, notre fils n'a rien vu venir. Ils n'en savent rien. Il y a toujours un grand point d'interrogation. Aurore Martin est sortie de prison en 2007. Un an plus tard, c'était au tour de Peter Uwe Schmidt d'être libéré, avec pour lui l'obligation de quitter le territoire belge. Que ce soit pour Ursula ou Mark Van Beers, on a fait notre possible en fait, avec tous les moyens que la loi nous donnait. On n'a pas de regrets.